Nous poursuivons nos travaux sur le foncier agricole dans les Outre-mer avec un second focus juridique en compagnie des représentants du Conseil national des barreaux, le CNB. Pour cette séquence, je vous remercie de leur participation Maître Nathalie Gé, ancien bâtonnier de Saint-Pierre de la Réunion et vice-présidente de la commission prospective et innovation du CNB, et Maître Yannick Louis-Bar, membre de la commission des affaires européennes et internationales et de la commission règles et usages du CNB. Mesdames, dans un premier temps, vous allez avoir la parole pour un propos liminaire afin de présenter vos observations sur la base du questionnaire qui vous a été adressé pour préparer cet échange. Dans un second temps, notre rapporteur Vivette Lopez, puisque j'excuse le sénateur de Mayotte qui n'a pu participer totalement à nos auditions, interviendront avec nos collègues pour vous poser des questions ou demander des précisions complémentaires le cas échéant. Il est précisé d'ores et déjà que nous sommes également preneurs, si on ne couvre pas tous les champs au travers de cette audition, de contributions écrites que vous jugeriez utiles et nécessaires au regard des questionnements que se pose la délégation sur ce sujet du foncier agricole en Outre-mer. Je vais peut-être laisser la parole à Madame G pour commencer, et puis ensuite Madame Louis-Bar. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si ma contribution va être très intéressante parce que je ne suis pas spécialiste des questionnements que vous posez. J'ai essayé dans le laps de temps très court de recueillir les observations des confrères au moins sur le territoire de Réunion-Mayotte, que je connais mieux. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses parce que nous sommes en période de congé scolaire, donc une contribution écrite vous sera adressée, je l'espère, rapidement. Les points de vue sont divergents sur les questionnements. Les avocats font du contentieux, on défend des clients et on peut avoir des points de vue qui divergent selon les clients qu'on représente plus ou moins de façon habituelle. Donc sur le foncier agricole, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la protection, le caractère suffisamment protégé du foncier agricole? Point de vue divergent, vous avez les défenseurs de constructeurs, on va dire, ou d'installateurs d'antennes téléphoniques qui considèrent que la protection est trop forte, naturellement. Et du côté agriculteur, il y a eu récemment à La Réunion quelques communiqués d'agriculteurs qui considèrent que la protection n'est pas suffisamment forte des terres agricoles, parce que une petite autorisation peut rapidement dériver vers la construction d'un immeuble sur une terre agricole, donc ça pose difficulté aux agriculteurs. Donc avis très divergents selon la position dans laquelle on se trouve naturellement. Il y a de toute façon une pression urbanistique très forte dans les DOM. Donc la question effectivement se pose avec acuité de la protection des terres agricoles. La question, ça va être comment ? Et ça, on n'a pas forcément la solution. S'agissant des dispositifs qui sont en place, donc on m'a parlé de la préemption de la SAFER et de la SAFER et aussi de l'avis décisionnaire, cette fois de la CDPE-NAF. Ce qui m'est revenu comme observation, c'est que, alors sur le territoire réunionnais, Mayotte, je n'ai pas eu de réponse parce que la question se pose de façon différente à Mayotte. Sur le territoire réunionnais, comment vous dire ça on me dit qu'il y a une politique peut-être pas très cohérente avec l'objectif, on va dire. On me parle de condamnation, notamment, d'affirmation, de rejet, d'annulation des préemptions SAFER qui ont pu être effectuées. Certaines, évidemment, je ne parle pas de généralité, parce que la préemption serait mal exercée au profit de certains, peut-être. Alors, on m'a parlé de favoritisme, mais bon, ça, après, c'est des prismes qui peuvent être un peu faussés par la défense d'un particulier, je ne sais pas. Mais en tout cas, des critères qui sont utilisés à tort ou déformés. En tout cas, on m'a parlé de décisions, effectivement, j'en ai eu aussi, de décisions d'annulation de préemption SAFER qui avaient mal été exercées.
Donc, est-ce que c'est un excès de zèle? Est-ce que c'est une mauvaise application de la loi? Est-ce que... Voilà, ça, je ne peux pas me prononcer. En tout cas, on a une impression, d'après ce qui m'est remonté, encore une fois, pas de généralité, mais sur certains cas, on m'a parlé de contrôle inapproprié, on va dire. Pas du tout sur le fond, mais sur les préemptions qui ont été exercées, en tout cas. Certaines, encore une fois. Sur le dispositif CD-PENAF, donc nous avons un système dérogatoire à La Réunion, enfin dans les DOM, qui rend cet avis non facultatif mais imposé. L'avis devient obligatoire par contre et doit être suivi dans les DOM. Donc il y a un petit peu une protestation de notre côté sur le caractère dérogatoire au DOM. On s'interroge sur pourquoi ce système dérogatoire au DOM, mais on voudrait être traité de la même façon que national, enfin, sur le continent en tout cas. Voilà, c'est ce qui m'est remonté. Il m'est remonté également, alors d'un côté parfois un contrôle trop lourd et de l'autre un contrôle parfois mal exercé. Encore une fois, il y a des suspicions de favoritisme, mais bon, ça c'est toujours un petit peu le cas. Voilà, sur ces deux dispositifs. On me parle sur ce dispositif CD-PENAF également d'une certaine intransigeance qui vient empiéter sur les pouvoirs des maires. Bon, tout ça, c'est une question, à mon sens, de politique en fait. Est-ce qu'on veut protéger, le foncier agricole ou est-ce qu'on veut autoriser l'urbanisme? Il y a une pression, à mon avis, sur les collectivités qui n'est pas exercée de la même façon sur ces services peut-être plus indépendants, mais je ne connais pas assez la matière pour me prononcer de façon très claire pour ce qui me concerne. S'agissant des questions que vous posez sur la juridiction spécialisée, qui serait une méthode de protection du foncier, vous avez posé la question notamment sur le dispositif particulier de règlement des successions, des indivisions successorales par la loi Letchimy. Donc cette loi, elle est quand même utilisée à La Réunion, quand même, parce qu'il y a des successions effectivement qui sont assez anciennes, qui remontent parfois j'en ai vu sur 4-5 générations où les partages n'ont pas été réglés parce qu'il y a des frais de succession, parce qu'on ne savait pas, parce que les notaires ont mal fait le travail à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de cadastre, pour plein de raisons. Et donc les partages ne sont pas effectués et on doit remonter sur 5 générations, 3 générations, très souvent sur 3 générations. Il faut retrouver les indivisaires. Il faut avoir l'accord des indivisaires, il y a des occupations sans titre, il y a des prescriptions acquisitives qui ont été faites, enfin, c'est des situations assez complexes. Il y a des blocages et c'est vrai que régler ces systèmes par la loi Letchimy, ça peut rester encore intéressant à La Réunion en tout cas. Maintenant, le dispositif n'est pas toujours utilisé, d'abord parce que les avocats ne le connaissent pas forcément systématiquement et les magistrats ne le connaissent pas non plus forcément. On m'a fait remonter, alors autant des cas où ça a été appliqué et ça a réglé la situation juridique, et autant des fois où il y a eu des rejets, c'est ce qui m'a été remonté ce matin, parce que les magistrats n'appliquaient pas en fait le dispositif. Donc, est-ce qu'il faut le prolonger? À notre sens, oui. Est-ce qu'il faudrait peut-être le préciser ou l'encadrer davantage? Peut-être, c'est à réfléchir. Qu'avez-vous? Je ne sais plus ce que vous aviez comme autre question. Est-ce que alors j'ai pas toujours des réponses, hein, j'ai pas de réponse notamment sur la primauté de l'environnement à l'agriculture. J'ai pas forcément de réponse précise. C'est pas l'impression qui ressort, en tout cas. L'environnement est un droit qui a quand même toujours un peu du mal à être appliqué, à mon sens. Il y a une pression forte de l'urbanisme, surtout. Tant l'environnement que le domaine agricole n'est pas forcément surprotégé. En tout cas, c'est pas ce qui remonte et c'est pas l'impression qu'on en a d'ici.
Voilà, vous aviez également posé la question de l'application de la loi de 2006 sur le fonds agricole. Pour moi, il s'applique, donc enfin à La Réunion, hein, j'ai vu dans le texte, il y a des dérogations en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Nous, il s'applique régulièrement, ça fonctionne. Est-ce que c'est incitatif à la transmission aux jeunes agriculteurs? Je ne suis pas sûre que ce soit incitatif, mais en tout cas, c'est utilisé. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions plus précises. Madame Louis Haudebart, peut-être maintenant. Alors, vous voulez que je fasse tout l'ensemble, je fasse question par question? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'on se sert du questionnaire CNB ou qu'on vous donne Oui, vous pouvez passer au travers du questionnaire dans les grandes lignes et puis par la suite nous le faire parvenir pour qu'on puisse vraiment s'en inspirer dans le cadre du rapport. Voilà, c'est comme vous le sentez. Et par contre, simplement demander à Maître G de couper son micro si elle l'avait maintenu ouvert, parce que je crois qu'elle l'avait encore ouvert, ce qui peut amener de la perturbation. Voilà, merci beaucoup. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, je voulais dire, c'est qu'il y a autant d'outre-mer que de problèmes. Et il y a autant de problèmes en Guadeloupe, particulièrement et en Martinique, et que le foncier agricole constitue un des problèmes économiques, mais qui est un problème important. Alors, ce que je voulais dire, c'est que là, dans les contentieux, la première question qui vous dit la situation du foncier agricole dans les outre-mer, j'avais noté les chiffres, mais il y a, pour la Guadeloupe, il y a 64 000 hectares de foncier agricole pour une surface agricole utile de 31 000 hectares. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de zones qui ne sont pas exploitées. Les parcelles sont soit, ce ne sont pas des grandes parcelles, en général, ce sont l'agriculture, pour la Guadeloupe en tout cas, et un peu moins pour la Martinique, mais qui est destinée plus à l'exportation, notamment la banane, et un peu plus en Martinique pour les fruits et légumes. Alors, les principaux contentieux, enfin, je vais reprendre ce qu'a dit Nathalie. Les principaux contentieux, c'est effectivement les partages successoraux, parce qu'il y a un grand problème des divisions successorales. Il y a un grand problème de titres qui n'existent pas. Ceci, c'est un peu dû au passé d'esclaves, l'histoire de notre esclavage, puisque après l'abolition de l'esclavage, il y a eu les anciens esclaves ont occupé en tant que colons les terres, ils les ont exploitées et les propriétaires terriens se sont un peu désintéressés. Et souvent, on voit, par exemple, que des gens qui occupent une parcelle depuis des générations, depuis 3 générations, 4 générations, mais qui n'a pas de titre. Et on voit souvent que des héritiers qui arrivent et qui découvrent dans une malle un titre de propriété et qui veulent à ce moment-là récupérer leur parcelle. Donc, moi, il y a toujours un conflit entre le détenteur qui est le dernier occupant, et le propriétaire. Et je sais que la Cour de cassation donne souvent raison au détenteur utile, c'est-à-dire que celui qui exploite, celui qui fait jouer la prescription acquisitive. Le contentieux aussi, il y a beaucoup de cas de fraude. Par exemple, vous aurez une parcelle où ce sont souvent des gens qui n'ont pas de titre, mais il y a 10 héritiers, mais il y en a un qui est plus malin que les autres. Donc, il va vite se faire obtenir un titre jus capion. Et il y a beaucoup de recel d'héritage. Et ce qui est vrai, et c'est pour ça que la loi Letchimy, elle était bienvenue, il y a beaucoup de successions qui ne sont pas liquidées depuis plusieurs générations. Et là où, ce qu'on regrette, en fait, c'est que la loi Letchimy, elle venait d'une bonne intention, mais que les notaires, souvent, ne jouent pas le jeu. Parce que ça fait beaucoup de travail, parce que les titres sont anciens, parce que les héritiers sont difficiles à trouver. Les héritiers ne sont pas tous sur le territoire. Donc, si bien que la loi Letchimy, malgré tout le bien qu'on pouvait penser d'elle, elle a peu d'écho, et pas simplement à cause des avocats, pas simplement à cause des magistrats, mais surtout à cause des notaires. Et je pense que là, il faudrait vraiment il faudrait que les notaires aillent sur le terrain pour qu'ils expliquent vraiment aux gens c'est quoi la loi Letchimy.
On parlait du CDPENAF. Effectivement, il y a un avis conforme dérogatoire par rapport aux Antilles, à l'outre-mer, alors qu'ailleurs, c'est un avis consultatif. La plupart des gens que j'ai interrogés, ils sont tous contents de cet avis conforme parce que ça permet quand même aux communes, ça permet quand même aux départements, surtout aux communes, de ne pas déclasser les terres pour un oui, pour un non. Puisqu'on a quand même vu qu'avec la spéculation immobilière, il y a beaucoup de terres qui étaient agricoles, et brusquement deviennent déclassées parce que le maire veut faire profiter un ami, un cousin d'une parcelle. Alors, la question 3, le désordre foncier, la politique de titrement. Alors, la politique de titrement, c'est ça j'ai déjà dit, mais je reviens dessus. C'est pour permettre aux gens qui occupent des parcelles depuis très longtemps d'obtenir des titres. Le problème qui se pose, c'est-à-dire que je ne sais pas si... Il y a eu une loi, il y a la loi de 2022, il y a quand même une loi qui est prévue. J'ai cherché le décret d'application, je n'ai pas trouvé le décret d'application, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette loi-là devrait permettre aux agriculteurs, aux ceux qui occupent les terres, d'obtenir un titre plus facilement. Voilà, donc pour les indivisions successorales, pour la loi Letchimy, bon, ben, j'ai dit, hein, elle est la bienvenue, mais elle arrive à son terme, cette loi-là, puisqu'elle était prévue pour 10 ans, mais elle n'est pas appliquée de manière générale, puisque avec tout ce qui se passe, en plus, ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, mais ça coûte très cher de régler une succession, puisque comme les héritiers sont loin, comme les héritiers, on ne les connaît pas, donc non seulement on doit avoir un géomètre, non seulement on doit avoir un notaire, mais aussi on doit avoir un généalogiste qui doit chercher tous les héritiers. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? La possibilité pour les exploitants agricoles ultramarins de construire leur habitation sur les terres, moi je pense que ça aussi, ça contribue au déplacement des terres. Parce qu'au départ, pour exploiter une parcelle, il faut avoir un hangar avec de l'eau, l'électricité, et puis le hangar devient une maison, la maison devient une deuxième maison. Après, et donc finalement, c'est soi-disant au départ, c'est une exploitation agricole, puisque pour être exploitant agricole, il ne faut pas grand-chose, mais vous êtes exploitant agricole, vous construisez votre maison sur la parcelle agricole, et il n'y a jamais eu de cas, enfin je ne sais pas pour les autres outre-mer, en tout cas en Guadeloupe et en Martinique, il y a très peu de cas où les maires ont ordonné la destruction de la maison, de la construction qui était faite sur une parcelle agricole. Donc je pense que dans ce cas-là, il faudrait vraiment voir au cas par cas pour examiner, parce que c'est vrai que les exploitants agricoles, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, m'ont dit que quand on élève des bovins pour l'élevage, c'est mieux d'être à proximité de son élevage, ne serait-ce que parce que les bêtes sont volées, les bêtes sont tuées par des chiens, des choses comme ça, donc vraiment être à côté. Mais encourager une construction sur une parcelle agricole au motif d'être exploitant agricole, je pense que ça va aboutir à des abus. Donc je serais plutôt pour examiner au cas par cas. Alors, la question importante, enfin c'est tout importante, mais la protection de l'environnement prévaut sur celle de l'agriculture. C'est vrai aujourd'hui, mais c'est vrai aujourd'hui, et tant mieux, puisque de toute façon, avec tout l'écologie a pris un pas important sur tout le reste, sur l'économie, sur l'agriculture. Mais je ne peux pas m'empêcher de parler du chlordécone. Et à ce moment-là, on ne pensait pas à l'écologie, on ne pensait pas à l'environnement, on pensait plutôt à l'agriculture. Donc, c'est assez récent le fait que l'environnement prenne le pas sur l'agriculture. Enfin, les SAFER, le problème des SAFER, malgré toute la bonne volonté des gens qui travaillent, malgré toute la compétence des techniciens, ils subissent quand même, ils ont un problème de moyens, donc ils ne peuvent pas toujours payer les parcelles qu'ils préemptent. Ils sont souvent, mais ça c'est pas propre aux Antilles, c'est pas propre à l'outre-mer, c'est aussi sur le territoire national. Donc les problèmes financiers que connaît la SAFER, et donc la SAFER ne peut pas toujours exercer son droit de préemption, mais c'est important que la SAFER existe, ne serait-ce que pour recenser les terres en friche, pour permettre de redonner aux jeunes agriculteurs
qui veulent s'installer, qui puissent exploiter. Et c'est important aussi que la SAFER soit là pour vérifier que tout se passe selon les règles. Voilà ce que je voulais dire en quelques lignes. Oui? Non? Donc, si je comprends bien, maître, ce que vous voulez dire, c'est que l'environnement prend le pas sur les terres agricoles. Oui. C'est-à-dire qu'on est soucieux de l'environnement. C'est-à-dire que le scandale du chlordécone, ça a marqué beaucoup les Antilles, en tout cas, les Antilles de la Martinique. Et on fait très attention. Moi, on fait toujours très attention, même si je sais qu'on continue à utiliser des pesticides, mais on fait bien attention à bien vérifier, même si la production elle est moindre, mais on vérifie que rien ne sera, que rien ne sera contraire aux règles de l'écologie. L'eau, on essaie aussi de préserver l'eau, on essaie de préserver, parce que les Antilles, en fait, tout l'outre-mer subit quand même pas mal d'aléas climatiques. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on est bien, il y a le soleil, tout va bien. Demain, il y a un cyclone et il n'y a plus de bananes, il n'y a plus rien et on va souffrir pendant 10 ans. Donc, il y a ça. Donc, tous les problèmes de réchauffement climatique, on les subit de plein fouet, en tout cas en Guadeloupe et en Martinique. Moi, je vois même à l'œil nu, moi, je vois des îles où j'allais quand j'étais petite, elles ont quasiment disparu. Il y a juste le cocotier qui est au milieu de l'eau. Donc, on voit à l'œil nu ces choses-là. Donc, on est très sensibilisé et on veut pas, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, au motif de se retrouver, d'avoir une autonomie agricole, qu'on produise à tout va. Lors de notre déplacement à la Martinique, on nous a fait quand même entendre que l'ONF avait un poids très important. Pas spécialement sur les pesticides, mais bon, par exemple, ils demandent des taxes quand vous voulez récupérer des terres en friche, ils appliquent des taxes importantes parfois qui empêchent finalement les gens de les prendre pour faire de l'agriculture. C'est peut-être un petit peu dommage. Oui, c'est sûr que c'est vraiment, moi je comprends, hein, c'est un excès. Et l'importance de l'ONF est surtout présente en Guyane, avec la forêt qui n'est presque pas exploitée, parce que justement, il ne faut pas y toucher au détriment des agriculteurs. Mais on subit un peu, bon, vous savez, on est des territoires pauvres, des territoires économiquement faibles, mais on a une conscience, on a quand même une conscience du développement qui nous arrive par les pays riches, enfin par l'Occident en tout cas. Donc on n'a pas envie, vous savez, le chlordécone, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous en avez parlé quand vous étiez en Martinique, mais à tout bout de champ, on entend ça. On entend. Et on s'est dit qu'au motif qu'il fallait produire des bananes saines sans comment ça s'appelle déjà, sans des bananes saines. Donc, ils n'ont pas hésité, alors que ce produit était interdit aux États-Unis, ils n'ont pas hésité à polluer pour des générations, pour des années à venir, 90% des terres en Guadeloupe et en Martinique. Est-ce que vous pensez qu'un dispositif de fonds agricole sur le modèle du fonds de commerce pourrait être institué pour faciliter la transmission des exploitations? Et d'un point de vue général, comment faciliter et accompagner l'installation de jeunes agriculteurs? Alors, je ne sais pas si ça s'adresse à toutes les deux, enfin je commence. Oui, à toutes les deux, Oui, je pense que ce serait une bonne idée. Et même dans le principe du partage successoral, ce serait bien qu'on décide comment on fait, par exemple, celui le boulanger, il bénéficie du fonds de commerce de la boulangerie de son père. Donc, je pense qu'il faudrait aussi encourager la préférence agricole pour celui qui exploite déjà. Ça, je pense que c'est déjà mis en place, plus ou moins. Est-ce que Madame G veut rajouter quelque chose?
Oui, de toute façon, toute mesure d'encouragement est bonne à prendre, hein. Je pense plus à des mesures financières, fiscales, etc. Parce que pour la transmission, il y a effectivement le régime de l'attribution préférentielle, si je ne m'abuse, qui s'applique déjà, donc pour l'exploitant qui est sur place dans le cadre d'une succession, d'un décès. Donc pour moi, ce serait plus une incitation dans la fiscalité de la transmission qui pourrait être mise en place si vous voulez favoriser ça. S'agissant de l'environnement, de notre côté, on n'a pas cette polémique environnementale qui a gravement touché le territoire de Yannick. Donc c'est vrai que chez nous, c'est moins fort. Moi, je n'ai pas la même vision sur notre territoire d'une prédominance de l'environnement et d'une attention particulière de l'environnement. Ce qu'il y a chez nous, c'est une pression de l'urbanisme sur les terres agricoles. Le foncier en protection, l'ONF versus agriculture, enfin, ça se passe plutôt bien à ma connaissance, hein. J'ai pas de contentieux là-dessus. S'agissant de la question également de la construction sur une terre agricole, de la maison de l'exploitant, les avis sont très partagés. Yannick disait tout à l'heure du cas par cas, ça c'est compliqué. Au niveau législatif, l'autoriser, certains agriculteurs sont très en demande de la possibilité de construire leur habitation sur la terre agricole parce que ça leur permet effectivement de surveiller le bétail, de surveiller l'exploitation, les champs qui sont exposés donc à la visite des personnes qui viennent courir, se promener, etc. Ou de vol, hein, tout simplement. On a des vols notamment de cœur de palmier, ces choses comme ça c'est assez récurrent, on les voit dans les tribunaux correctionnels. Donc ça permettrait une surveillance. Le problème, c'est que lorsqu'on a autorisé, alors il y a eu une époque, il y a quelques années, enfin je parle d'une époque il y a 15-20 ans, voire plus, où il y avait des tolérances des communes, des services de l'urbanisme des communes qui autorisaient, ou en tout cas qui ne démolissaient pas des constructions qui a été faites avec ou sans permis sur des exploitations agricoles. C'était une tolérance, cette tolérance a pris fin et il y a, moi j'ai connaissance de cas de démolition qui ont eu lieu ces dernières années à l'initiative de la commune ou pas, mais en tout cas qui sont arrivés devant les juridictions pénales et qui ont donné lieu à des destructions. Pourquoi ? Parce que, c'est ce que disait Yannick tout à l'heure, lorsqu'il y a une construction sur des terres agricoles, il y a potentiellement, et il y en a eu des abus. Des abus, ce serait une construction de plusieurs maisons à vocation locative, il y a déjà de l'immobilier là-dessus, donc un déclassement des terres puisqu'elles sont plus purement agricoles et donc ça devient à moitié constructible puis complètement constructible et donc il y a un grignotage comme ça des terres agricoles qui s'est fait. Ça s'est fait dans le passé, donc il y a une crainte à avoir de façon très certaine si on autorise à nouveau ces constructions. Il y a eu des manifestations chez nous il n'y a pas longtemps, ou en tout cas des articles de presse d'agriculteurs qui se plaignaient parce que des immeubles se construisent sur les terres agricoles. Et ça dérive de ce genre justement d'autorisation ou de tolérance qui ont pu avoir lieu de construction sur les terres agricoles. Alors, où mettre le curseur, c'est compliqué. C'est une question difficile à encadrer en tout cas, mais même l'encadrement paraît compliqué parce qu'il y a toujours cette pression de l'urbanisme, en tout cas chez nous à La Réunion, qui est extrêmement forte. Victor Jasmin voulait poser une question. Oui, bonjour. Je souhaiterais savoir si vous avez eu des situations pour des personnes qui sont installées sur des GFA et qui ne souhaitent pas partir, même quand ils sont déjà arrivés à l'âge de la retraite, et que leurs enfants, même quand ils ne sont pas agriculteurs, souhaitent poursuivre et garder le foncier. Alors, est-ce que vous avez des situations de ce type-là? Et l'autre chose, c'est aussi pour l'installation des éoliennes. Je voudrais savoir également si vous avez des situations, des cas où, pour l'installation d'éoliennes, on utilise du foncier agricole en dépit du fait que les agriculteurs eux-mêmes souhaitent poursuivre l'agriculture sur les terres concernées. Merci. C'est une question très précise. C'est vrai que, bon, les éoliennes, c'est quelque chose qu'on déteste voir.
On est d'accord que c'est utile, que c'est l'énergie renouvelable. On est d'accord que c'est l'énergie du futur. Mais enfin, c'est quand même, ça détruit vraiment le paysage. Alors, je pense que c'est une question de priorité, de balance. Il faut savoir, c'est comme exproprier des agriculteurs pour faire passer le TGV. Donc, c'est le même principe. On se dit que qu'est-ce qui est plus important? Prendre une petite parcelle à un agriculteur qui, souvent, ce sont des terres en friche, qui fait pas. Et pour permettre d'alimenter en énergie toute une ville, souvent, on choisit, quitte à indemniser l'agriculteur, on choisit la pose de l'éolienne. Personnellement, j'ai pas vu de contentieux sur ça. S'agissant de ton autre question sur le fait que l'agriculteur est très vieux, il veut pas partir, il veut pas laisser ça arrive souvent quand même, parce que les agriculteurs ne partent pas à la retraite. Donc, ils ont du mal à laisser la place à leurs enfants qui font une culture plus moderne. Ça, c'est vrai. Mais enfin bon, ça, c'est partout pareil. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes deux questions. Je pense que oui, en l'état. Moi, j'en ai une autre qui est un peu plus technique d'ailleurs, et c'est plus vraiment une interrogation en général sur la CDPENAF, en lien avec ce que Maître G a évoqué tout à l'heure. Avez-vous eu connaissance que cette disparité de traitement sur la nature de la vie de la CDPENAF entre les DOM et l'Hexagone ait fait l'objet ou pas d'une QPC devant la juridiction administrative, par exemple? Parce que on pourrait entendre effectivement qu'il n'y a pas de raison qu'en Outre-mer cet avis lie. C'est un avis conforme, effectivement. Oui, tout à fait. Donc la question, simplement savoir si il y avait déjà eu un contentieux administratif au cours duquel une QPC ait été soulevée devant le Conseil constitutionnel pour juger de l'inconstitutionnalité de ce qui visiblement soulève beaucoup d'émoi dans nos Outre-mer. Enfin, je réponds. Voilà, le CDPENAF, ça fait longtemps, en fait, il existe depuis quelques années, donc je pense qu'il a été déclaré conforme à la Constitution. C'est pas le seul dispositif qui est dérogatoire entre l'outre-mer et le territoire national. Moi, tous les agriculteurs que j'ai rencontrés, j'ai rencontré ceux qui étaient à la Chambre d'agriculture, m'ont dit qu'ils étaient quand même contents que ce soit un avis conforme, parce qu'ils se méfiaient de leurs élus. Hein. Ils se méfiaient de leurs élus. Et Nathalie parlait de l'urbanisation à outrance. C'est un peu le cas, mais peut-être pas autant qu'à La Réunion, mais ce qui se passe souvent, c'est que le tourisme, ce sont des îles à touristes. Hein. Donc, pour permettre de faire des belles maisons qui vont servir de gîte à des vacanciers, les maires seraient capables de déclasser certaines terres et les agriculteurs, ils y tiennent. Hein. Ils y tiennent. En tout cas, l'institution de la Chambre de l'agriculture y tenait. Moi, je rejoins Yannick. Hein, on a l'habitude des mesures dérogatoires. Par principe, on se repose toujours la question du pourquoi, du bien fondé des mesures dérogatoires. C'est toujours un petit peu agaçant, mais malgré tout, je rejoins quand même Yannick sur le fond. C'est-à-dire que la CDPENAF fait quand même le job. Protège les terres agricoles, ça c'est certain. Donc, elle a quand même une certaine utilité au plan local. Pour répondre aux deux questions de tout à l'heure, alors non, je ne me souviens plus forcément, mais il y en avait une sur les éoliennes. Alors nous, les éoliennes, ça ne me parle pas. En revanche, on a le solaire et on a les antennes téléphoniques chez nous. Avec des antennes, vous savez, les opérateurs payent les propriétaires pour implanter, donc c'est un bail qui court sur 15 ans en général, je crois, où on implante une antenne, donc c'est du béton,
avec des ondes et ça reprend quand même une petite surface parce qu'il y a des trucs de sécurité, d'entretien, etc. Et donc, il y a eu on m'a parlé d'une loi dérogatoire expérimentale de décembre 2022, c'est tout frais. Il y a déjà du contentieux, donc cette loi se exonère en fait des antennes de cet avis conforme de la CDPENAF. Et bien tout de suite, les opérateurs se sont mis en place, il y a eu des avis négatifs et il y a eu des recours qui ont été écartés et donc les antennes construites sur la terre agricole. Voilà, donc ça, tout de suite, l'urbanisme prend le pas. Le solaire, à un moment donné, il y a eu effectivement des installations sur des champs, ça s'est vu aussi en métropole, hein, bon, après, à ma connaissance, c'est vite passé. On est parti sur les couvertures de toit ou les parkings. Il y a eu cette expérimentation-là. Et je n'ai pas entendu parler, pour ma part, de construction de ce type-là, sur les terres agricoles en tout cas. Je ne me souvenais plus quelle était l'autre question. Pardon. Ou peut-être que j'ai répondu. Les GFA peut-être, mais en fait, Yannick a répondu. Ah oui, les GFA. J'ai pas de connaissance particulière sur ces questions-là. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, on n'en a pas parlé. Donc, il n'y a pas de problème de transmission de ce point de vue-là, à ma connaissance. Je voulais rajouter pour le CDPENAF, c'est-à-dire que les avis conformes ou favorables ou défavorables ne peuvent pas faire l'objet du recours devant le tribunal administratif. Ce qu'on peut faire, c'est la permission l'autorisation qui a été donnée peut faire un recours dans le tribunal administratif. Je ne pense pas que le tribunal administratif soit débordé par ce genre de contentieux. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Maître, pour ces éclairages fort utiles. Et comme nous l'avons dit en début d'audition, si vous avez des contributions et notamment les réponses aux questionnaires à nous adresser par écrit, nous sommes évidemment preneurs pour pouvoir enrichir nos travaux et surtout compléter les travaux que les rapporteurs sont en train de mener. En tout cas, merci beaucoup de ces éclairages et de votre disponibilité. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci infiniment. Merci, pareillement. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.